L'invité de ce Smart Impact, c'est Yann Auger. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes le directeur général d'Andes, Réseau national d'épicerie solidaire. C'est l'une des entités du groupe SOS. Peut-être qu'on peut la présenter, vous êtes déjà venu dans cette émission, mais c'était dans nos locaux précédents. C'est combien d'épiceries aujourd'hui, combien de personnes accompagnées chaque année, Andes? Eh bien, c'est 630 épiceries solidaires dans tout le pays, dans toutes les régions, outre-mer compris, accompagnant un peu plus de 250 000 personnes par an maintenant. Tous ces chiffres sont en forte croissance, hélas, d'un certain point de vue, depuis quelques années. Oui, avec une tendance à la hausse, effectivement, et ce sentiment, enfin ce besoin que vous avez ressenti de travailler sur un baromètre national des travailleurs pauvres. Pourquoi vous l'avez initié, ce baromètre? Alors, parce que dans les épiceries, on perçoit une tendance de fond depuis plusieurs années, qui est une hausse de la fréquentation de ces dispositifs par des personnes qui sont en emploi. Dans nos chiffres au niveau national, on a 40% de personnes qui sont sur le marché du travail et qui viennent quand même frapper à la porte de nos épiceries. Et on souhaitait documenter cette situation problématique, puisqu'on a l'impression qu'il y a peu d'études sur le sujet, on en parle peu dans le débat public, et on voulait vraiment mettre la lumière sur ces situations qui posent question quant à notre modèle social, à l'intégration sociale par le travail, etc. Et avec quelle méthode? C'est un sondage que vous avez fait? Comment vous avez travaillé? C'est une enquête qui a été menée par Ipsos, que l'on a mandaté pour l'occasion, qui a commencé par une étude de cadrage préalable pour bien s'entendre sur ce qu'on appelle un travailleur pauvre, puisqu'il y a des définitions un peu différentes qui sont possibles. On y viendra, puis ensuite, 1000 travailleurs pauvres ont été interrogés par Ipsos sur une bonne trentaine de questions différentes. D'accord. Avec justement, effectivement, cette question de définition. À partir de quel niveau de revenu on est considéré comme un travailleur pauvre en France? Alors là, pour le coup, c'est très simple. On se réfère aux critères qui sont définis par l'INSEE. En gros, on est travailleur pauvre, ou en tout cas, on est en situation de pauvreté lorsque les revenus sont inférieurs à 60% du revenu médian. Le revenu médian, pour rappel, c'est celui qui découpe en deux la population entre les revenus. Donc, quand on est à 60% de ce revenu médian, ce qui nous donne à peu près moins de 1 200 euros pour une personne seule, on se retrouve dans ces critères, dans cette définition. Mais ça dépend du lieu où on travaille. Enfin, voilà, c'est pas la même chose d'avoir 1 200 euros quand on est à Paris ou quand on est, je vais être caricatural, en Corrèze. Bien sûr, et d'ailleurs, enfin, c'est tout à fait vrai. C'est vrai aussi sur des situations individuelles très différentes. C'est pas la même chose lorsqu'on est en couple, avec enfants, seul ou pas, etc. Donc on a des chiffres très intéressants en la matière. Et oui, on voit des différences, bien sûr, sur les territoires. Vous avez tout à fait raison. C'est pas la même chose d'être dans une grande ville ou d'être en territoire rural. Ce sont des parcours, si on reste dans la définition, si on parle de travailleurs, c'est quel type de travail? C'est du temps partiel? C'est quel type de travail? Alors, il y a un peu de tout, mais en gros, dans notre échantillon de 1000 travailleurs pauvres, on a un tiers de travailleurs précaires, c'est-à-dire en intérim, en contrat court. J'ajoute à ça 15% de temps partiel subi, donc voilà, sur des conditions d'emploi précaires. Et pour le reste, par exclusion, tout le reste, ce sont des personnes en CDI, et qui malgré tout sont en grande difficulté. C'est quand même un des enseignements très forts. C'est ça qui est très frappant. Un travailleur pauvre sur deux qui dit ne pas manger à sa faim. Alors, vous nous disiez, on est d'abord parti du terrain. C'est les retours d'expérience de nos épiceries 600, 650 épiceries solidaires. Est-ce que vous avez quand même été surpris par l'ampleur du phénomène? Oui, on a été surpris parce que les résultats sont quand même assez catastrophique. Je suis navré de ne pas être très fun mais aujourd'hui, mais il faut dire les choses quand elles sont là. Hein. Les chiffres sont quand même très mauvais. Vous l'avez dit, on a plus d'un travailleur pauvre sur deux qui ne mange pas à sa faim. Ça, c'est sur l'aspect quantité. On peut dire quelques mots aussi de la qualité, je pense, de l'alimentation. Là aussi, les résultats ne sont pas bons du tout. On a par exemple 75% de notre échantillon qui affirme être contraint de s'alimenter essentiellement avec des féculents et avoir de grandes difficultés à varier son alimentation. On a 70% qui nous disent que les produits sains
et frais, et notamment les fruits et légumes frais, sont beaucoup trop chers Ouais. pour eux. Donc voilà, tout ça a un vrai impact aussi sur la qualité de l'alimentation, ce qui génère par ailleurs tout un tas de phénomènes d'impact sur la santé, enfin sur tout un tas de choses. C'est-à-dire c'est aussi des plats pas chers, ultra transformés qu'on va retrouver dans l'assiette de ces familles. C'est un de nos enjeux. Ouais. Effectivement, c'est pas toujours très intuitif, mais les fruits et légumes frais, pour rester sur cet Ouais. exemple, qui sont notre spécialité d'ailleurs Mhm. dans nos épiceries, ce sont les aliments les plus chers lorsqu'on les rapporte aux calories qu'ils amènent. Mhm. Voilà. Et à contrario, il est vrai que des produits très transformés, des plats préparés, etc., remplissent le ventre efficacement. Mhm. Par contre, on n'est évidemment pas sur une alimentation de qualité et ça, voilà, ça pose tout un tas de problèmes. Mais cuisiner soi-même, c'est pas forcément plus cher ou c'est forcément plus cher? Parce que ça veut dire d'aller chercher différents produits qui eux-mêmes peuvent être, en dehors des épiceries comme les vôtres, assez chers. Bah, il y a deux tendances qui jouent. Effectivement, les produits frais sont quand même particulièrement chers. On vient de donner cet exemple sur les Mhm. fruits et légumes, donc ça, c'est pas un facteur qui est très favorable. En revanche, l'alimentation transformée peut aussi, enfin ça dépend des produits évidemment, mais coûter extrêmement cher. Donc voilà, il y a des tendances un peu contraires. La question que je posais, c'est est-ce qu'il y a aussi une question d'information ou de pédagogie d'une certaine façon? Oui, c'est une bonne question. Mhm. C'est plutôt secondaire dans notre sujet. D'accord. En gros, on a 25% de notre échantillon de 1000 travailleurs pauvres qui nous dit ne pas savoir exactement comment s'y prendre pour bien manger. Mhm. Donc effectivement, 25%, c'est non négligeable. Il faut qu'on les accompagne, qu'on fasse de la pédagogie, ce qu'on Mhm. fait beaucoup dans les épiceries, par exemple. Mais quand même, on a voilà, 75% qui, par définition, ne se reconnaissent pas dans cette problématique et ont tout simplement un problème économique pour accéder à l'alimentation. Et est-ce qu'il y a une part, alors je ne sais pas si elle est importante, de ces travailleurs pauvres qui passent à côté de l'aide alimentaire, Il y en a une part qui y ont très droit importante. et qui ne l'utilisent pas? Absolument. On a, dans notre échantillon, on a 36% de personnes qui fréquentent l'aide Mhm. alimentaire, ce qui est plutôt faible au regard des difficultés qui sont exposées. Et donc, on est sur une problématique de non-recours aux droits, qui est une problématique très fréquente Oui, hein, qui est dans assez générale, dans le milieu de l'action sociale, mais qui semble se poser avec une acuité toute particulière pour les travailleurs pauvres qui pensent bien souvent ne pas avoir droit aux aides. En fait, on n'est c'est pas quand même ça le éligible, sujet. quoi. On n'est pas éligible. Exactement. Mhm. C'est Pourquoi? la Parce que principale je cause. travaille, je suis en CDI, donc je ne suis pas concerné, c'est un peu ça? Exactement, c'est pas D'accord. très intuitif. Mhm. Je suis en emploi, je gagne ma vie, Mhm. je pense qu'il y a d'autres gens, d'autres personnes plus en difficulté dans le pays, ce qui est vrai. Et par conséquent, je pense ne pas y avoir droit. Ajoutons à ça parfois un facteur psychologique que l'on comprend tout à fait, une gêne parfois à aller fréquenter ce type de dispositif d'aide. C'est pas facile de pousser la porte d'une épicerie Andes? Et alors, c'est pas Ou, facile, oui et oui, non. Bien sûr, c'est pas facile parce que ça revient à faire appel à l'aide. ouais. En revanche, dans nos épiceries, c'est quand même tout le concept. On essaye d'organiser tout ça de manière très conviviale, accueillante, avec une offre de produits extrêmement Ouais. diversifiée pour les bénéficiaires qui, chez nous, viennent faire leurs courses comme dans un commerce ordinaire, Mhm. payent un petit peu leurs produits à la fin et n'ont pas l'impression d'être en train de bénéficier de la charité, quoi, pour Ouais, faire simple et bien pour sûr. caricaturer un petit peu. Vous évoquez la possibilité de créer une sécurité sociale alimentaire. Ça pourrait marcher comment? Alors c'est un grand sujet Mhm. de débat actuellement dans le pays. Il y a des expérimentations en cours dans plusieurs grandes villes. L'idée est de créer une cinquième branche de la sécurité Mhm. sociale qui serait dédiée à l'alimentation, avec un montant qui serait accordé à chaque famille mensuellement pour aller faire ses courses dans des magasins conventionnés qui répondent à un certain nombre de critères vertueux, produits locaux, durables, etc. Donc ça, c'est la vision très long terme, ça coûte extrêmement cher, ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais oui, c'est un sujet qui nous intéresse et on suit avec attention ce qui se passe dans les quelques expérimentations. Vous parliez de notre modèle social. Certains disent qu'on n'a plus les moyens de se le payer, avec 3 300 milliards de dettes, quoi. Oui, absolument. Alors, écoutez, vous avez raison, je ne peux Mhm. pas vous dire le contraire. Le fait est qu'on est quand même sur le besoin le plus essentiel pour la population qui est de s'alimenter correctement. Donc d'une manière ou d'une autre, ça doit être prioritaire.
Et puis, en l'occurrence, on est sur un sujet qui génère tout un tas de coûts complémentaires En termes de santé pour les publique finances après, ouais, publiques, bien sûr. santé publique, chômage, impact sur la santé mentale, enfin bon, etc. J'en passe. Donc il y a des économies par ailleurs qui sont complexes à aller chiffrer, mais qui manifestement font partie de la problématique. Merci beaucoup Yann Auger, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, comment relancer le recyclage des bouteilles en plastique.